En Ukraine, chaque jour, des gens courageux défendent leur terre contre l'invasion russe, risquant leur vie pour leur cause. Et bien qu'une grande majorité des forces armées au nord du pays soignant des hommes, il y a aussi beaucoup de femmes incroyables qui sont tout aussi disposées à jouer leur rôle dans la lutte et la victoire de la guerre. En fait, un mouvement de résistance entier, composé uniquement de femmes, a été formé en 2023. Elle combat vaillamment l'agression russe depuis lors, et cette résistance entièrement féminine a récemment célébré ce qui pourrait être sa plus grande victoire à ce jour, la destruction d'un élément clé du matériel russe. L'événement a eu lieu dans la nuit du 31 mai. Un train militaire russe transportait du carburant et de la nourriture le long des voies près de Melitopol, dans le sud-est de l'Ukraine. On dit que le train se dirigeait vers la péninsule de Crimée, qui est officiellement reconnue comme appartenant à l'Ukraine, mais qui a été annexée et occupée par les Russes depuis 2014. Mais le train n'arriverait jamais en Crimée. Il a été détruit en route, avec Zlamavka, le nom donné à la résistance entièrement féminine à Melitopol, partageant la nouvelle dans un post Telegram. Il fait chaud sur les rails, et pas seulement à cause du temps, rapportent les forces armées opérationnelles de l'Ukraine. Des partisans ont fait exploser un train transportant des marchandises et du carburant dans le district de Melitopol, territoire temporairement occupé, selon des informations confirmées. Le train se dirigeait vers la soi-disant Crimée. Il est maintenant important de noter que Zlamavka n'a pas exactement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Mais le moment de la publication, plus l'utilisation du mot partisan, donne certainement l'impression qu'il était impliqué, ou peut-être avait une sorte de connaissance interne. Peu importe l'auteur de l'attaque, c'est une victoire significative pour les Ukrainiens. La Russie s'appuie sur ces trains pour soutenir son effort de guerre. Ils transportent rapidement et efficacement des fournitures et des cargaisons vitales, telles que des munitions, de la nourriture et du carburant sur de longues distances, de ville en ville et de région en région. Faire exploser un seul de ces trains suffit à paralyser une petite partie de l'effort de guerre. Cela implique que les soldats russes déployés ailleurs ne recevront pas les ressources nécessaires. En théorie, cela pourrait les obliger à modifier leur plan, reporter une attaque, voire se retirer d'une zone. Comme cette attaque a été menée par des partisans, et non par des forces armées officielles, il n'y a pas de rapport détaillé sur la manière dont elle a été planifiée, et ce qu'elle impliquait exactement. Cependant, le compte Telegram du renseignement de la défense de l'Ukraine a partagé un post à propos de l'incident. Brouhaha sur la voie ferrée près de Melitopol, un train de fret militaire des envahisseurs russes a été fait sauter dans la nuit du 31 mai 2025. Une explosion a eu lieu sur une section de voie ferrée près de la localité temporairement occupée de Yakimivka, district de Melitopol, région de Zaporizhia. Un train militaire russe a été détruit. Le train de marchandises se dirigeait vers la Crimée temporairement occupée. Un train transportant du carburant et des marchandises a déraillé suite à une explosion sur la voie ferrée. L'artère logistique clé des Moscovites dans les territoires occupés de la région de Zaporizhia et de la Crimée a été perturbée. Après le grondement sur la voie ferrée, les envahisseurs ont annoncé un plan d'interception. Les patrouilles de la garde russe fouillent les zones peuplées. Les contrôles au point de passage sont très minutieux pour tous les entrants et sortants. La lutte contre la logistique militaire des occupants russes se poursuit. Encore une fois, ce poste ne révèle pas grand-chose sur la nature de l'attaque, mais il s'agissait probablement d'une mission soigneusement préparée. Après tout, placer une bombe ou tout type d'engin explosif dans un train russe en territoire occupé n'est pas une mince affaire. Surtout pour les combattants de la résistance qui n'ont pas accès au même type de matériel militaire haut de gamme, système de surveillance, etc. que l'armée ukrainienne. C'est une réalisation remarquable pour ces braves gens sur le terrain en Ukraine, et un signe des efforts incroyables que des groupes comme ZLA, RMA, VKA déploient pour défendre leur territoire. Voici un regard plus approfondi sur ce groupe, explorant comment et pourquoi il s'est formé, et ce qu'il a fait au cours de la guerre jusqu'à présent. Tout d'abord, une décomposition du nom ZLAR signifie mal. Alors que MAVKA est le nom d'un esprit féminin célèbre dans le folklore et la mythologie ukrainienne, on dit que les esprits Mavka sont formés à partir des âmes des filles, qui sont mortes de morts tragiques, non naturelles ou prématurées. Elles habitent dans les bois, prenant la forme de belles femmes aux longs cheveux qui attirent les hommes à leur perte et les chatouillent à mort. Un nom approprié pour une force féminine de résistance. Cette résistance a commencé au début de 2023, environ un an après le début de l'invasion. Ces trois cofondateurs en avaient assez de voir des drapeaux russes dans leur ville natale, ainsi que des soldats russes se pavanant avec arrogance comme s'ils possédaient l'endroit.
Chacun d'eux avait activement soutenu divers mouvements activistes anti-russes avant ce point, mais a rapidement décidé de former leur propre groupe de discussion féminin, comme un moyen de montrer aux envahisseurs la force des Ukrainiennes. Comme l'a expliqué MAVKA1, un pseudonyme pour l'un des fondateurs du groupe, à Ukraina en novembre. Nous voulions montrer que nos femmes sont courageuses et fortes et que nous ne serons jamais gentils avec eux ici. De plus, à cette époque, vers 2022-2023, ils se comportaient très arrogants envers nos filles, et la résistance des femmes les a vraiment irrités. Comme l'un de leurs premiers actes de défiance, les cofondateurs ont collé des autocollants dans toute la ville de Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, portant l'image d'une jeune femme ukrainienne portant une tenue traditionnelle, écrasant un bouquet de fleurs sur la tête d'un soldat russe avec le slogan « Je ne veux pas de fleurs, je veux mon Ukraine ». Ceci était en réponse aux soldats russes, qui distribuaient des tulipes et autres fleurs aux femmes et aux filles, dans les rues de la ville, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Depuis lors, au fil des années, et de la continuation de l'invasion, les Mafkas ont mené un éventail toujours croissant d'actes de résistance, qui sont en grande partie pacifiques par nature, mais toujours très efficaces pour perturber et frustrer l'ennemi. Les actes incluent des campagnes d'autocollants, l'affichage de posters avec slogans et images inspirants, la distribution de tracts, et même l'empoisonnement des occupants russes avec de la nourriture et des boissons contenant des laxatifs. Fait amusant, l'idée même de ce mouvement a commencé comme une blague. Selon un cofondateur, le groupe initial de Mafkas se rencontrait dans une de leurs cuisines. L'un d'eux a plaisanté. Et si on créait une organisation pour résister à l'occupation russe ? Cela aurait pu sembler humoristique ou extravagant à l'époque. Mais Slav Mafka est depuis devenu un symbole de résistance très réel et puissant. Et malgré la gravité de la situation à laquelle ils sont confrontés, et les conséquences effrayantes que leurs actions peuvent entraîner, le groupe a conservé un fort sens de l'humour tout au long de son existence. En effet, l'une de ses stratégies les plus célèbres, surnommée Mafka Money, consiste à créer de faux billets de roubles russes avec des images des Mafkas à l'endroit où se trouveraient normalement des monuments et des symboles russes. Ces billets se sont répandus dans plusieurs villes du sud de l'Ukraine, comme Melitopol, Berdiansk, Tokmak, Kharkovka et Simferopol. Certains auraient même prétendument franchi la frontière et atteint la région russe de Kouban. Quand les Russes ont vu pour la première fois ces faux billets, ils étaient mécontents, au grand plaisir des Mafkers qui apprécièrent leur réaction. Un témoin a raconté que la première coupure était incroyable et que les Russes sont devenus fous sur leur chaîne et dans leurs commentaires. Les réactions étaient hilarantes. Le plus drôle était l'escalade de la discussion après sa reprise par un journal anglais. Au lieu de le balayer comme un problème mineur, ils ont involontairement amplifié l'idée même qu'ils essayaient de rejeter. Un autre des cofondateurs a plaisanté sur la manière dont les occupants russes ont réagi sérieusement à leurs actions et à quel point cette réaction les a rendus ridicules. Imaginez simplement que nous diffusions des copies de leur rouble avec le slogan que les occupants russes sont en Ukraine et qu'ils pensaient que nous étions les fous. Nous avons émis un billet de 50 roubles et ils ont prétendu qu'une telle petite dénomination ne pourrait certainement pas perturber leur système bancaire ou affecter la circulation du rouble. J'ai été stupéfait en lisant que notre dernière blague à leurs dépens a été qualifiée d'acte terroriste sérieux. Une autre initiative humoristique et efficace de zèle à Mafka est la cuisine de surnom Mafka. Cela a commencé avec des femmes affichant des affiches plaisantant, en avertissant les occupants russes de faire attention à ce qu'ils mangeaient ou buvaient. Et on n'empoisonnait réellement aucune nourriture ou boisson à l'époque, mais espéraient que leurs affiches pourraient au moins faire réfléchir certains soldats russes. Ou craindre de goûter la cuisine locale. Plus tard, les Mafkas ont réussi à accéder à une cuisine où les Russes dînaient et ont décidé d'ajouter des laxatifs à leur nourriture. Ils mélangent également du liquide laxatif dans leur alcool fait maison. Quand des Russes venaient demander nourriture ou alcool, ils avaient une mauvaise surprise. Un des cofondateurs a expliqué la stratégie. Quand les occupants demandèrent de l'alcool de contrebande ou de la nourriture de porte en porte, il s'est dit « Pourquoi pas ? Je sais cuisiner. Et si un peu de laxatif se retrouve dans la nourriture, ça arrive. » L'alcool de contrebande est une affaire risquée. J'ai peut-être manqué quelque chose en chemin, ce qui a donné naissance à l'idée de la cuisine de Mafka. Tous l'adorent, et de telles actions ont un réel impact. Depuis le début de l'initiative de la cuisine de Mafka, les habitants de Melitopol ont remarqué que les occupants sont beaucoup plus méfiants à l'égard de toute nourriture ou boisson qu'ils n'ont pas préparée eux-mêmes. Le groupe trouve même le temps de publier son propre journal hebdomadaire conçu pour aider à diffuser des informations et à contrer la propagande russe,
et les campagnes de désinformation. L'un des cofondateurs a eu cette idée après avoir rendu visite à un ami en dehors de Mélitopol. Ils ont été choqués de découvrir que même en Ukraine, les gens se nourrissaient de reportages d'actualité russes, et y croyaient. Ne prenant pas le temps de chercher des informations auprès d'autres sources, ils ont donc décidé de fournir une source alternative. Chaque semaine, ils résument les événements majeurs se déroulant en Ukraine. Ils impriment des copies à laisser dans des lieux publics ou à déposer dans des boîtes aux lettres et partagent une version numérique sur Telegram via le chatbot officiel ZLAR Mavka. Le ZLAR Mavka fait tout cela sans aucun sponsor, investisseur ou financement. Il compte purement et simplement sur le travail acharné et la motivation, et il semble qu'il n'y ait pas de pénurie de ces deux ingrédients vitaux. Le groupe a dépassé les attentes de ses cofondateurs, s'agrandissant rapidement au fil des années. De nouvelles subdivisions de Mavka ont vu le jour non seulement à Mélitopol, mais aussi dans d'autres villes et régions de l'Ukraine occupées par la Russie, comme la Crimée, Donetsk, la Chine et au-delà. Et toute femme qui souhaite rejoindre est la bienvenue pour jouer son rôle. Les personnes possédant une imprimante à domicile peuvent imprimer plus de tracts et de bulletins d'information à distribuer dans leur région, ou faire connaître les activités de Mavka en ligne sur les réseaux sociaux. Selon l'un des cofondateurs, la motivation, l'inspiration et la foi en la victoire sont essentielles. Ici, nous nous concentrons peu sur les aspects immatériels. L'argent était nécessaire, mais pas le but ultime. Nous avons surtout besoin de plus d'yeux et d'oreilles. Pour que les gens continuent de résister, ils doivent sentir que leurs efforts ne sont pas vains. Nous constatons souvent une hausse du nombre d'activistes lorsque de bonnes nouvelles arrivent d'Ukraine ou du front. Les gens se sentent inspirés et prêts à agir à nouveau. Mais l'inverse est aussi vrai. La lecture en ligne est omniprésente et il est facile d'y perdre sa motivation. Il convient également de noter que les femmes participant à ce mouvement font face à de graves répercussions si elles sont attrapées, ou si leurs identités sont découvertes, et les occupants russes recherchent rigoureusement toute personne associée au mouvement. Ils arrêtent et contrôlent les gens dans les rues, effectuent des fouilles aléatoires et ont installé des caméras de surveillance dans les zones autour de Mélitopol pour essayer d'attraper les partisans en action. Il y a même des plans pour mettre en place des systèmes de reconnaissance faciale, ce qui rendrait encore plus facile pour les Russes d'identifier les membres de la résistance et plus difficile pour les Mavka d'opérer. À cause de tout cela, les membres de la résistance doivent être très secrets dans leur communication et prudents dans toutes les actions qu'ils entreprennent. Ils gèrent toutes leurs opérations via leur chaîne Telegram, qui est cryptée, pour empêcher les soldats russes d'espionner leurs messages ou leurs activités. Toute personne souhaitant travailler avec le groupe doit d'abord communiquer avec le chatbot Telegram de Mavka, qui peut ensuite les mettre en contact avec les leaders de ZLA Mavka, qui attribuent diverses tâches et activités de résistance. Toutes les identités sont gardées anonymes, et toutes les informations personnelles sont gardées avec le plus grand secret. Il est aussi conseillé aux membres d'adopter de bonnes pratiques de cybersécurité, comme l'usage de réseaux privés virtuels et l'effacement de l'historique des messages. Comme l'a expliqué l'un des Mavka, nous ne demandons jamais de vrais noms ou d'informations qui pourraient révéler l'identité de quelqu'un. La communication passe uniquement par des applications de messagerie sécurisées. Nous rappelons constamment à tous l'importance de la cybersécurité, de l'effacement des discussions, et de ne pas stocker d'informations sensibles. La raison de tout cela est simple. Si elles sont attrapées, les membres de Tsar Mavka pourraient être arrêtés, poursuivis et même battus, torturés ou tués par des soldats russes. Malgré tout, ces femmes courageuses persistent. Elles continuent à distribuer leurs autocollants, tracts, affiches et bulletins. Elles continuent à sortir dans les rues de la ville et à prendre des risques pour ce en quoi elles croient. Comme le dit l'un des fondateurs, le pouvoir est dans le peuple. Chacun de nous a le pouvoir de faire quelque chose pour aider ce monde, d'un tract aux grandes décisions dans les sièges du pouvoir mondial. Nous sommes ici et malgré tout, nous continuons de résister parce que le mal ne doit pas l'emporter. Veuillez lutter avec nous et pour nous. Zlomavka n'est évidemment pas le seul groupe de résistance en Ukraine. Il existe de nombreux autres groupes de personnes qui ne sont pas officiellement inscrits dans les forces armées, mais qui mènent néanmoins des missions, des attaques et des plans propres pour perturber les envahisseurs russes et jouer leur rôle dans la lutte pour la liberté. En fait, un autre groupe connu sous le nom de ATESH, qui signifie feu et tatar de Crimée, a également récemment ciblé les chemins de fer russes. Le 1er juin, des partisans de ATESH détruisent non pas un train, mais un boîtier de relais le long du chemin de fer nouvellement construit Volnovavka-Mariupol. Le système ferroviaire s'étend de Taganrog, une ville du sud-ouest de la Russie, à l'oblast de Donetsk occupée en Ukraine.
C'est une pièce clé du puzzle logistique russe, car elle permet aux forces de Moscou de contourner la Crimée et d'acheminer les cargaisons vers les lignes de front plus rapidement qu'auparavant. Les Russes espéraient probablement aussi qu'en construisant cette voie ferrée, leur train serait plus à l'abri d'éventuelles attaques. Mais ils n'avaient pas compté sur le courage et l'ingéniosité des combattants Atesh. Détruire le poste de signalisation était un geste très astucieux de la part de ses partisans. La boîte de relais cassée a perturbé le système de signalisation et de contrôle du trafic ferroviaire, ainsi que l'approvisionnement des lignes de front russes en carburant, nourriture, munitions et équipements. Le groupe a partagé un post sur Telegram informant ses abonnés et le monde entier de son attaque réussie. Attache a perturbé la logistique de l'ennemi sur une nouvelle portion de voie ferrée dans l'oblast de Donetsk. Les agents de notre mouvement ont effectué un sabotage en désactivant une armoire de relais sur une nouvelle section du chemin de fer Volnovavka-Mariupol, construite par les occupants. Les systèmes de signalisation et de contrôle du trafic ferroviaire ont donc été perturbés. Cette section est cruciale pour comprendre comment la nouvelle ligne ferroviaire Taganrog-Mariupol, construite rapidement par les Russes, permet d'acheminer carburant, équipements et munitions au front, en évitant le pont de Crimée. Elle permet de livrer les marchandises depuis Rostov plus vite et avec moins de danger. Les dégâts infrastructurels perturbent le ravitaillement et accroissent la vulnérabilité des forces d'occupation dans cette zone. Nous continuons à frapper au point critique de l'ennemi. Chaque coup réduit leur capacité de combat. Bien que ces attaques puissent sembler mineures dans le contexte plus large de la guerre, chacune a un impact. Chacune représente une petite mais significative victoire. Et un nouveau problème pour les forces russes et les Palalos à gérer, surtout lorsque des systèmes logistiques, comme les chemins de fer, sont détruits ou endommagés. Cela crée des défis majeurs du côté russe. Tout effort de guerre à long terme, surtout une invasion, nécessite une logistique solide pour le soutenir et le maintenir dans le temps. Carburant, munitions, armes, tous ces approvisionnements importants doivent être constamment déplacés d'un endroit à un autre pour soutenir les soldats et maintenir le combat. Toute perturbation de ces approvisionnements nuit également à la capacité de la force à mener ses attaques et à maintenir la pression sur son ennemi. Cela pourrait même révéler des faiblesses, ou donner à l'opposition l'opportunité de riposter ou de lancer une contre-attaque. En bref, ces types d'actions comptent. Et c'est pourquoi des groupes comme ont continué à mener ce genre d'attaque plusieurs fois au cours de la guerre jusqu'à présent. Le 8 mai 2025, par exemple. Le groupe a revendiqué la responsabilité d'une mission de sabotage près de Moscou dans laquelle un équipement important de sous-station a été détruit, perturbant les communications entre les unités militaires russes. Plus tôt dans l'année, en février, l'un des agents du groupe a habilement saboté un véhicule de guerre électronique russe, RP 370-607 Los Angeles. Ils ont saboté le système de carburant du véhicule avec du sucre, découvert par les Russes quelques jours après. L'attaque simple mais efficace a temporairement mis hors service le véhicule Electronic Warfare, avec des dommages estimés à 20 millions de roubles, soit plus de 250 000 $. En 2024, le groupe a mené plusieurs autres attaques, sur des cibles comme des sous-stations, des stations de communication par satellite et des lignes de chemin de fer, prouvant continuellement être une épine irritante et persistante dans le flanc de l'armée russe. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue logistique ou militaire que ces actions comptent, mais aussi pour le moral et la croyance. Le peuple ukrainien subit vague après vague d'attaques et de bombardements quotidiens. Ils ont vu leurs maisons et villes bombardées et détruites, entendant constamment des reportages sur de nouvelles attaques, victimes, blessures et chaos. Ils ont besoin de petites bonnes nouvelles pour équilibrer cela et leur donner de l'espoir. Et c'est ce qu'ils obtiennent, grâce aux actions de groupe, comme ATESH et ZLAR MAFKA. Que ce soit des autocollants dans les rues ou des bombes dans les trains, ces mouvements de résistance audacieux font toute la différence. Ils montrent au peuple ukrainien que, en plus des forces armées qui se battent en première ligne, il y a aussi des combattants inspirants et héroïques tout autour d'eux. Ils protègent leurs villes et leurs rues, faisant tout leur possible pour perturber l'invasion et lutter pour un avenir de paix et de sécurité pour la nation. Alors, quelles sont vos pensées sur des groupes comme ZLAR, MAVKA et ATESH? Quelle est l'importance de leurs actions dans la lutte pour la liberté de l'Ukraine? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités sur la guerre de la Russie en Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres zones de conflit dans le monde.